Le palais de Buckingham a discrètement confirmé ce qu'il a passé près de 3 décennies à tout faire pour éviter. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le roi Charles III s'apprête à rompre un silence institutionnel tacite et à s'exprimer publiquement, directement et longuement sur Diana, princesse de Galles, celle dont le souvenir a jadis menacé de faire s'effondrer la monarchie. Avant d'analyser les profondes implications constitutionnelles, historiques et personnelles de ce moment inédit, si vous appréciez les analyses approfondies de la famille royale qui vont au-delà des gros titres des tabloïds pour examiner les véritables rouages de la couronne, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien nous permet de poursuivre ces enquêtes exhaustives et fondées sur des preuves. À présent, examinons ce qui se trame au sein du palais. Des sources directement informées du programme royal à venir confirment que le roi prépare une importante réflexion officielle sur le partenariat entamé il y a 45 ans. Il ne s'agit pas d'un communiqué commémoratif de routine, rédigé par un jeune attaché de presse et discrètement diffusé aux médias à minuit. Les conseillers du palais le décrivent comme un changement radical dans la manière dont la maison de Windsor envisage son existence moderne, la première fois que Charles entend aborder de sa propre voix la mesure dans laquelle son règne actuel repose directement sur les fondations posées par Diana. Pendant près de 30 ans, la version officielle du palais a strictement contenu la figure de la princesse Diana dans un récit soigneusement construit. On se souvient d'elle comme de la jeune princesse tragique, de l'icône de style mondial, de la princesse du peuple dont l'histoire s'est officiellement terminée le 30 et 1 août 1997. Ce qui ressort aujourd'hui des principaux conseillers du palais révèle une réalité que la famille royale a longtemps eu du mal à admettre publiquement. Diana n'était pas simplement une personnalité publique populaire qui a brièvement fasciné le monde. Elle était, selon un membre éminent de la famille royale, la discrète co-artisane de la survie structurelle de l'institution. Acte Y. La fuite sans précédent au sein du palais permet de comprendre pourquoi ce discours imminent a provoqué un véritable séisme au sein de la haute famille royale. Il convient d'examiner avec quel soin la couronne gère sa propre histoire. La monarchie britannique ne fait pas d'aveux publics spontanés. Chaque mot prononcé par un souverain régnant est calculé, examiné avec soin et mis en balance avec des siècles de précédents constitutionnels. Pendant des décennies, évoquer Diana dans les communications officielles du palais était considéré comme un risque tactique. Les courtisans craignaient qu'évoquer son nom ne ravive immédiatement d'anciennes polémiques, ne rappelle au public les querelles royales amères des années 1990 et ne jette une ombre sur le roi Charles et la reine Camilla. La stratégie était simple, honorer sa mémoire à travers ses filles, tout en la tenant strictement à l'écart du récit officiel et institutionnel de la couronne. Cette stratégie a officiellement pris fin. La fuite provenant de Buckingham Palace indique que le roi Charles se prépare à briser le silence qui l'entoure. Les principaux stratèges reconnaissent qu'à l'approche des étapes clés de son règne, il n'est plus envisageable de continuer à traiter Diana comme un chapitre tabou du passé. Le public comprend que le style de monarchie moderne, accessible et présent émotionnellement, que pratique aujourd'hui Charles ne découle pas des traditions ancestrales du palais. Il a été forgé dans le contexte des années 1980 et 1990 par une jeune femme qui a refusé de se soumettre aux règles traditionnelles de distance royale. En s'apprêtant à reconnaître Diana, non pas comme une adversaire ou un souvenir tragique, mais comme une architecte de la couronne moderne, Charles entreprend l'une des réconciliations narratives les plus importantes de l'histoire royale moderne. Acte 2. Le plan directeur de la chaleur de 1981 comme stratégie,
L'origine de cette transformation a commencé le 29 juillet 1981. On estime à 750 millions le nombre de téléspectateurs à travers le monde qui ont suivi l'arrivée de Lady Diana Spencer, âgée de 19 ans, descendant du carrosse de verre à la cathédrale Saint-Paul pour épouser l'héritier du trône britannique. Pour les instances officielles du palais, le mariage était conçu comme un grand spectacle de puissance d'État, une magnifique démonstration de continuité et de majesté traditionnelle, digne d'un conte de fées. Mais au cœur de cette cérémonie grandiose se cachait un acte d'indépendance discret et révolutionnaire, annonçant l'avènement d'une royauté d'un genre nouveau. Debout devant l'archevêque de Canterbury, Diana a délibérément omis de prononcer le serment traditionnel d'obéissance à son époux. Il s'agissait d'une rupture subtile et calculée avec des siècles de protocole matrimonial royal, tandis que les journalistes de mode s'attardaient sur la traîne de soie de 7 mètres et que les commentateurs s'émerveillaient devant les foules qui la remplissaient. Cette petite omission à l'autel montrait clairement que Diana ne considérait pas son rôle comme celui d'un ornement passif de l'État. Elle a apporté à la maison de Windsor un instinct pour lequel le palais n'avait pas de mode d'emploi, la chaleur humaine considérée non pas comme un trait de personnalité passager, mais comme une stratégie d'engagement délibéré. Avant 1981, les devoirs publics royaux étaient définis par une formalité rigide et distante, et les souverains et les princes étaient censés être observés à distance respectueuse. Ils franchissaient des cordons de velours, acceptaient des poignées de main gantées, saluaient poliment d'un signe de tête depuis les fenêtres des calèches et maintenaient une barrière sociale infranchissable entre eux et le public. Diana a brisé cette barrière en quelques mois. Elle comprit instinctivement qu'à l'ère de la télévision, l'autorité ne pouvait plus se maintenir par la seule majesté à distance. Le public ne voulait plus simplement voir sa famille royale. Il exigeait un lien avec elle. Diana s'accroupit pour se mettre à la hauteur des enfants. Elle abandonna toute posture formelle et rigide, établit un contact visuel direct et s'exprima avec une intimité vulnérable et spontanée qui déstabilisa les hauts dignitaires de la cour, formés selon les anciennes normes victoriennes du décorum royal. Presque du jour au lendemain, elle redéfinit les attentes envers un membre de la famille royale. Troisième acte. La révolution de la proximité. Ce que Diana accomplit au cours des 15 années suivantes bouleversa fondamentalement le contrat social entre la monarchie britannique et le public. Elle transforma le devoir public, longtemps perçu comme une obligation cérémonielle austère, en une mission personnelle intense. En avril 1987, Diana entra à l'hôpital Middlesex de Londres pour inaugurer la première unité du Royaume-Uni entièrement dédiée aux soins des personnes atteintes du VIH-Sida. À cette époque, la maladie suscitait une panique extrême, une ignorance scientifique et une forte stigmatisation sociale. Une grande partie du public international croyait que le virus pouvait se transmettre par un simple contact physique. Devant une nuée de caméras de la presse internationale, la princesse Diana s'approcha d'un homme mourant, alité dans un hôpital, lui tendit la main nue et la lui serra. Ce simple geste spontané a contribué davantage à déconstruire la stigmatisation médicale mondiale et à humaniser une crise sanitaire dévastatrice que des années de campagne d'information gouvernementale. Elle n'a pas porté de gants. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas eu recours à un geste formel et distant. Assise au bord du lit, elle a pris la main du patient et l'a traité avec une dignité humaine absolue et sans compromis. 2 ans plus tard, en 1989,
elle a réitéré cette démonstration radicale de proximité à l'hôpital pour lépreux de Sitanala, en Indonésie. Bravant les avertissements des autorités étrangères et des conseillers royaux, Diana est entrée directement dans les salles, s'est assise parmi les patients atteints de lèpre avancée, a touché leurs plaies à main nue et a passé des heures à écouter leurs histoires personnelles. Dès après les documents publiés par les biographes royaux et les organes de presse, les hauts responsables du palais observaient ces apparitions avec une vive anxiété. Ils ont fait valoir à huis clos que ces visites étaient trop indiscrètes, trop chargées d'émotions et dangereusement éloignées de la distance neutre et digne traditionnellement maintenue par la couronne. Les courtisans craignaient qu'en s'immergeant si profondément dans des crises humaines douloureuses et controversées, Diana ne dégrade le mystère majestueux de la monarchie. Ils n'ont pas compris ce que Diana avait perçu intuitivement. Une monarchie qui se contente de se mettre en scène sur les balcons immaculés d'un palais est vouée à devenir une relique obsolète. Mais une monarchie qui se rend au chevet des malades, qui regarde la souffrance en face et qui tend la main sans gants, s'assurera une place dans le cœur de la nation pour des générations. Qu'elle ait traversé des champs de mines non déminés à Wamba, en Angola, en janvier 1997. Vêtue d'un gilet pare-balles, ou qu'elle ait emmené ses jeunes fils William et Harry dormir dans des centres d'hébergement pour sans-abri gérés par Centrepoint, Diana a substitué à un mécénat symbolique et distant un engagement concret et actif. À sa mort en 1997, elle était marraine ou présidente de plus de 100 organisations caritatives, laissant derrière elle un modèle totalement redéfini pour la vie publique royale. Agir ou payer. Tel est le nouveau paradigme sans précédent du roi. En 2026, des informations provenant de Buckingham Palace indiquent que le roi Charles III se prépare à intégrer formellement ce modèle au récit officiel de son règne. Selon des sources proches du palais, le roi, dans sa prochaine réflexion, attribuera directement nombre des caractéristiques marquantes de sa monarchie moderne aux innovations pionnières de Diana. Les codes vestimentaires décontractés désormais adoptés par les membres les plus importants de la famille royale, les promenades où ils se mêlent à la foule sans barrière, les conversations à hauteur d'homme et l'approche bienveillante lors des engagements publics ne sont plus présentés comme de simples adaptations modernes. Ces méthodes sont désormais reconnues comme la méthodologie pérenne créée par Diana entre 1981 et 1997. Ce changement de perspective représente une évolution intellectuelle majeure pour l'institution. Pendant près de 30 ans, la communication du palais a considéré l'impact public extraordinaire de Diana comme un phénomène rare et unique, un charisme personnel qui lui était propre et qui ne pouvait être institutionnalisé. En s'apprêtant à s'exprimer publiquement sur son héritage, Charles redéfinit son œuvre comme un tournant institutionnel. Il reconnaît que la couronne n'a pas survécu au tournant tumultueux du XXIe siècle en ignorant les méthodes de Diana, mais en les adoptant discrètement, en les standardisant et en faisant le manuel de fonctionnement permanent de toute la famille royale. Le discours irait même plus loin. L'Aquerroy devrait établir un lien direct entre la visite historique de Diana en 1987 auprès des malades du sida et la manière dont la famille royale aborde aujourd'hui les problématiques sociales complexes. En serrant la main d'un malade du sida, Diana a démontré que la couronne pouvait utiliser son immense notoriété pour mettre en lumière les aspects les plus sombres et les plus stigmatisés de la société. C'est précisément cette logique qui sous-tend l'action novatrice du prince William en matière de santé mentale,
de suicide masculin et de prévention du sida. Le problème systémique du sans-abrisme aujourd'hui, la volonté d'affronter de front les réalités humaines crues et difficiles plutôt que de se cantonner aux cérémonies d'inauguration, et l'héritage direct de la révolution initiée par Diana. Acte fait, le prince William et son coup de maître discret. L'un des aspects les plus remarquables de cette réflexion royale à venir réside peut-être dans le rôle secret joué par l'héritier du trône, le prince William. Des sources proches du dossier indiquent que cet hommage n'a pas été initié uniquement par le roi Charles. Les informations révèlent que le prince William s'est impliqué en privé dans la conception et le message du prochain discours de son père. Ouvrant discrètement en coulisses avec des conseillers de haut rang, William a contribué à façonner un récit qui relie la gestion historique de la couronne par son père à la vision humanitaire révolutionnaire de sa mère. Ce faisant, le prince William accomplit une prouesse d'une grande finesse. Il présente Diana non comme une figure tragique et perturbatrice de la vie de Charles, mais comme une co-architecte philosophique de la monarchie. Pour le prince William, c'est l'aboutissement d'une mission personnelle et institutionnelle de toute une vie. Ayant grandi au sein du mariage tumultueux de ses parents, William a vécu de près les exigences rigides de l'institution royale et l'humanité profonde et authentique de sa mère. Il se souvient des conversations nocturnes, des visites privées dans les centres d'hébergement pour sans-abri et des leçons constantes que sa mère lui a inculquées sur le respect de la dignité de chaque être humain, sans distinction de rang ou de statut. Depuis qu'il assume pleinement ses fonctions royales, William a discrètement perpétué l'héritage de sa mère dans son propre travail, sans le clamer haut et fort. Lorsqu'il a lancé la campagne Heads Together pour la santé mentale aux côtés de Catherine, ou lorsqu'il a créé le prix Earthshot doté de plusieurs millions de dollars, il appliquait le principe fondamental de Diana. Utiliser le pouvoir de la couronne pour résoudre des problèmes humains concrets. En guidant discrètement son père vers cette reconnaissance publique, William accomplit un acte profond de réconciliation familiale et institutionnelle. Il veille à ce que, tandis que le roi Charles consolide son héritage sur le trône, la femme qui a contribué à bâtir les fondements modernes de ce trône obtienne enfin la place pleine et entière qui lui revient dans l'histoire royale. Acte 6. La réconciliation d'un passé douloureux. Cette reconnaissance publique n'est pas sans risque émotionnel et politique considérable. En élevant la princesse Diana au rang de co-architecte de la monarchie moderne, le roi Charles et Buckingham Palace ouvrent délibérément la porte à des comparaisons historiques complexes et douloureuses. Le mariage entre Charles et Diana était, de l'aveu même de leur déposition publique, profondément fragilisé. Le monde a assisté en direct à la désintégration du conte de fées de 1981 et aux intenses batailles publiques des années 1990, aboutissant à leur séparation officielle en 1992 et à leur divorce définitif en 1996. Les événements tragiques des attentats de Paris d'août 1997 ont laissé une cicatrice indélébile dans la conscience collective britannique, cicatrice qui a mis des décennies à se refermer. Qu'un roi régnant se présente devant la nation et rende publiquement hommage à l'épouse de ce couple profondément tumultueux témoigne d'une remarquable maturité historique. Cela oblige Charles à affronter son propre passé complexe devant un public international qui se souvient de chaque détail de cette période tumultueuse.